RCF. Partir en livre, une émission présentée par Alain Le Floïc. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour Partir en livre, l'émission des passionnés des livres et de la lecture. Aujourd'hui, nous accueillons Morgane Formont à l'occasion de la sortie de Les Cendres chaudes aux éditions Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Alain. Alors oui, au début, quand on s'est croisés avant de démarrer l'émission, je me suis trompé, je disais Morgan, mais c'est Morgane. Il y a deux manières de le dire. C'est une prononciation, quel que soit le sexe qui va derrière, qui a été francisé, mais en breton, si tu veux ne pas te tromper, c'est Morgane. Voilà. Et donc, Les Cendres chaudes, on le disait aussi avant le début de l'émission, c'est le deuxième, et vous étiez avec nous l'an dernier pour parler de votre livre précédent, Oui. Au seuil du jour. Oui, c'est ça, c'est un quadriptyque, donc le réveil du monde, le titre est en lien avec l'élévation des consciences que peut connaître l'humanité depuis essentiellement 2020, où il n'y a jamais eu autant de gens à changer de profession, à changer de conjoint ou de conjointe, de lieu d'habitation, donc il y a vraiment beaucoup de mouvements. Le réveil du monde, c'est un peu synonyme de ça pour moi, et donc du coup chaque tome est analogue à une phase du lever du soleil, une saison celte, tant dans le temps d'écriture du livre que dans la symbolique qu'il va représenter. Et également, c'est en lien avec une étape de l'évolution spirituelle. Donc le premier, au seuil du jour, c'était vraiment de la nuit jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Je me présente devant la lumière, je choisis ce chemin spirituel, qu'est-ce que j'ai à faire pour passer. Et les cendres chaudes, là, ce second, c'est plus un lieu qu'un livre, en fait. Je trouve que c'est un lieu liminal, vraiment une étape de passage. C'est un petit peu ce moment chaque matin de résurgence d'hier, avant qu'on ait fait le deuil de ce qui s'est passé, pour être neuf vraiment à ce nouveau jour. Et d'une manière un petit peu plus large, c'est tout ce qui a pu se consumer dans notre vie jusqu'à maintenant, tout ce qui a brûlé, tout ce qu'on a vécu, qu'on veut laisser derrière, mais reste encore quelques cendres chaudes qui nous permettent pas vraiment de franchir ce cap. Voilà. Et alors, le fait qu'il y ait 4 tomes qui soient programmés comme ça, c'est pas un petit peu, inconciliable avec le fait de vous laisser aller un peu, justement, Alors, c'est pas quelque chose qui a été choisi, en fait, dans cet élan d'écriture. Ça s'est imposé. Les choses ont coulé, l'écriture est arrivée, et c'est après que le découpage s'est imposé. Un peu comme une phrase, moi je force jamais mon écriture. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'éléments feu dans ce deuxième volume, mais également aussi beaucoup plus d'eau, avec peut-être quelque chose de plus limpide ou de plus coulant en tout cas, et quadriptyque plus que triptyque, puisque moi je suis né un 4, et le 4 c'est vraiment le côté structurel des choses. Il y a 4 murs à la maison, donc là il y a 4 pierres à cette œuvre, en fait. Et alors, vous le disiez tout à l'heure, l'imaginaire celtique est très présent aussi dans votre travail. Mais il y a éminemment cette notion de lumière que je mets en rapport avec la poésie. Moi, je me situe un peu dans cette veine de Christian Bobin ou de Jean Lavoué, qui est un poète breton d'Hennebont, décédé l'an dernier sur l'édition L'Enfance des arbres. Et c'est vraiment cette poésie comme chemin d'accès à Dieu, comme voie intérieure, comme démarche intérieure et personnelle pour venir au monde et venir à l'autre aussi, quoi. Donc il y a ce lien de lumière qui est très en rapport avec là où j'habite, donc sur la côte nord de Bretagne, et cette lumière du nord chez les druides, c'était l'origine du monde, les îles du vieux nord, la lumière du nord, qu'on appelle généralement la lumière des artistes, quel qu'il soit. Regarder au nord une fois que le soleil est couché, c'est là où il y a toujours beaucoup de lumière, quoi. J'ai lu que vous disiez « Écrire est un mode de vie, un rapport spirituel sacré au monde ». Oui, c'est vraiment... généralement, on dit je vais me consacrer à l'écriture. J'ai beaucoup plus l'impression que c'est l'écriture
qui consacre celui qui tient le feutre. Après, ça dépend de la manière d'écrire, mais moi, je me situe pas dans ce... Je ne fais pas du roman, je ne fais pas d'essai, je ne fais pas de poésie en rime. D'ailleurs, la plupart du temps, ce ne sont pas vraiment des textes poétiques, mais il y a plus des choses métapoétiques, où ça va parler de poésie plus que c'en est. Et donc oui, il y a un rapport un peu comme ça, ouais. Alors je lisais aussi, puis l'amour, etc., c'est très présent dans ce que vous écrivez, hein. Dieu est une femme. Oui. Alors ce texte-là a été écrit le soir de la Saint-Main en 2023, je crois, qui est l'entrée dans la période sombre chez les Celtes. Donc le 31 octobre, ce qui correspond aujourd'hui à Halloween. Donc la période sombre, donc toute la période féminine de 6 mois jusqu'au 1er mai, jusqu'à Beltane. Et il y a vraiment eu une image ce soir-là dans l'écriture où c'est un portail. En fait, on parle des 3 nuits de la Saint-Main. C'est un portail où les membranes entre les différents mondes sont poreux. Et j'ai vraiment eu cette image d'une main qui se tendait, peut-être qui m'aidait à écrire, couverte de dentelle blanche. Et il y a eu cette image de dire que Dieu était une femme. Puis ça renversait un petit peu les choses. Généralement, on en a cette image masculine, bien que Dieu soit le principe masculin et que la terre soit le principe féminin. Là, je trouvais intéressant de jongler sur les deux un petit peu humoristiquement dans le texte. Ouais. Et vous parliez de feutre tout à l'heure. Vous écrivez. Comment écrivez-vous justement là matériellement là ? Alors c'est toujours sur papier, et puis si j'ai pas de feutre, ça va être au stylo, mais sinon c'est avec un feutre. Ouais, j'aime bien que ça puisse être fluide en fait. Et puis c'est une mine assez intermédiaire, donc il peut y avoir comme une impression de peinture d'un mot en fait, des fois aussi. Ça permet aussi d'avoir une certaine distance finalement avec le papier et un rapprochement avec soi. La bille ou la plume vont être quelque chose qui vont un petit peu plus crocher sur le papier. Donc voilà, garder une distance avec les choses pour avoir toujours ce rapport à soi beaucoup plus prégnant. Et vous parliez de cette notion d'amour qui était présente dans ce que je pouvais écrire. Ça va inévitablement se rapprocher du voilà, poésie, amour, lumière, nature. On va être dans ces thèmes-là qui sont assez centraux, quoi. Alors on va écouter le premier morceau musical que vous avez choisi, et puis on en reparlera un petit peu après, hein. Vous avez choisi Love Anthem, Ibrahim Malouf. Love Anthem, Ibrahim Malouf, donc c'est le choix de Morgane Formont, donc qui est notre invité aujourd'hui, hein. Il est venu nous parler de Les Cendres Chaudes aux éditions Morgane. Jolie musique, Morgane, Ibrahim Malouf, hein. C'est un album formidable qui est paru l'année dernière, je crois, qui s'appelle Les Trompettes de Michel-Ange. Et il y a quelque chose de très sacré qui m'a accompagné, alors pas dans l'écriture, mais dans l'édition de ce tome, quoi. C'est à mettre en voiture, ça. C'est moi qui écoute plus beaucoup de musique. C'est un album qui a tourné où j'ai retrouvé mes 18 ans à écouter quelque chose en boucle, en fait. Et Morgane, on va écouter peut-être votre voix maintenant aussi, et donc vous avez choisi un texte qui se trouve au centre du recueil, hein. Mais en préparant l'émission tout à l'heure, je trouvais que ce texte-là, enfin c'est celui que j'avais envie de lire aujourd'hui, et je me suis rendu compte que c'était le texte central qui était un peu pilier, puisqu'en fait il y a 82 pages et il est de la 40 à la 42e. Est-ce parce que la poésite qu'on écrit de la poésie ? Le premier organe qui nous couvre de tissus sensibles doute-t-il tant de son tact envers le monde qu'il y préfère la vie simple de l'écriture ? Je n'ai pas l'habitude de poser des questions, bien souvent elles sont les réponses. Mais je crains d'attester ces choses, car les affirmations sont dangereuses. Elles ne sont que la vérité de l'instant, le confort de la pensée. Écrire consiste ainsi à se contredire. À l'approche de l'hiver, certains hauts branchages dénudés se parent de violet. Les arbres nous rappellent de bâillonner le mental, puissant cheval dans la prairie de la conscience. Les entrelacs des dernières pousses, talus après talus,
insère toute distance visible, crée un maillage épais et subtil d'où surgit du vide comblé la couleur coronale. Elle trône aux cimes, s'agite gaiement dans les paysages aux allures ternes. Toujours la nature extirpe, toujours elle engendre silence et profondeur, toujours elle enchante, insuffle le chant, le désir donc. De cette musique silencieuse se dévoile l'espace intime. On parle de 5 sens, il n'y en a qu'un, le cœur. Entendre ou voir depuis l'âtre devient une puissance, le puits des sens. Et la peau, toujours couverte, enfermée sous le coton, à l'abri des caresses du monde. C'est dans la nudité des corps, dans l'interface des épidermes, qu'on y voit au mieux ce qui languit ou hérisse. Le poète cherche à habiter le corps, être la peau, cette simple paroi, membrane vibrante à la moindre émotion, incarner l'amour, l'état amoureux, l'acte sexuel en tant que manière d'être à soi. Si bien que la solitude est nécessaire pour se recharger de ces étreintes qui ne s'arrêtent jamais, même pas dans la solitude. L'amour est épuisant, vivre est éreintant, on finit même par en mourir, mais je ne connais pas de plus bel effort. J'avais relevé ce passage, on parle de 5 sens, il n'y en a qu'un, le cœur. Ben, oui, puisque on a tendance souvent à les dissocier, mais si on se rapproche de ce puits central qui est la chose imminente, je dirais, dans toute quête spirituelle, c'est ce qui n'est pas palpable mais qu'on pressent, c'est là où on veut aller mais en même temps où on a réticence à s'enfoncer. Depuis le cœur, l'ouïe, l'odorat ou la vue vont être complètement différentes et rattachées vraiment à soi. On dit souvent que le cœur c'est l'interface de l'âme. Donc il y a cette notion et ce chemin, cette quête, voilà, effectivement, d'aller chercher les réponses, les solutions en soi, et donc de percevoir le monde depuis ce point central. Cœur, d'ailleurs, je trouve que si on le décompose, cœur, que de heures, c'est là où les choses viennent s'entrechoquer et où peut-être il est important de venir fluidifier ça. Dans le même domaine, en fait, par rapport à ce passage que vous avez lu, là, l'amour est épuisant, vivre est éreintant, finit même par en mourir, mais je ne connais pas de plus bel effort. Bah, il y a cette notion d'amour peut-être un peu commun que justement cette période de 2020 avec le Covid a fait valser. On s'est rendu compte que tiens, j'étais dans un travail qui me convenait pas, tiens, j'étais dans une relation amoureuse qui me convenait pas. Peut-être que moi-même je me convenais pas non plus dans ma manière d'être. Donc c'est vraiment, on vit vraiment une étape et un temps humain absolument inouï en dehors de l'entendement, donc dans tout ce processus d'évolution, et ça nous demande d'aller puiser, d'aller chercher l'essence même de notre être, donc de l'amour, de cette vibration universelle. C'est oui, c'est éreintant puisque ça nous sort des sentiers battus, de ce qu'on connaît de nous-mêmes. C'est absolument une épreuve de foi. J'ai cette image des fois d'un pont de corde qui traverse un précipice. La foi serait m'a-t-on dit une fois, de lâcher les mains des cordes qui sont sur le bord et nous retiennent, et d'avancer avec confiance sur ce pont, même s'il y a de la brume, quoi. C'est là où le cœur va pouvoir voir ce que les yeux ne vont pas voir. Donc il y a plein d'étapes et d'ascension en fait sur cette voie-là, mais je pense que c'est important de commencer, et même si c'est fatigant, c'est également très ressourçant. On apprend à se connaître d'une manière très, très profonde. C'est plusieurs fois que vous parlez du confinement comme étant une période importante de changement. Oui. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que, effectivement, les gens étaient un peu en réflexion par rapport à leur mode de vie, etc. Et puis qu'il y a eu un certain nombre de changements qui avaient été faits. Aujourd'hui, en 2025, j'ai l'impression qu'on est un petit peu revenu en arrière sur ces choses-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Pendant le confinement, je me souviens avoir pensé à la fin du confinement, on va avoir deux parties. Une qui va te dire, tu vas voir, je te l'avais dit qu'il fallait plus de capitalisme, et l'autre qui va dire, je te l'avais dit qu'il en fallait moins. Il y a quand même eu énormément de prise de conscience. Ça s'égrène, en fait, je trouve. Moi, j'ai tendance à être très positif. Après, j'ai fait des choix de vie qui me permettent d'être dans cette positivité-là au quotidien aussi. Je vis pas en ville. J'ai plus de communication avec les arbres et les oiseaux qu'avec mes semblables. Bon, c'est peut-être quelque chose à changer un petit peu ça, mais c'est aussi ce qui me permet d'écrire, d'être en plein dans la nature. Et j'y vois une joie et une énergie absolument folle. Ce qu'on a pu découvrir peut-être dans le confinement, où la nature a vite repris ses droits, les fossés étaient en herbe partout, les animaux venaient beaucoup plus commodément face à nous, donc c'était vraiment une impulsion aussi. Moi je l'ai pas vu d'une manière étatique ou sanitaire en fait, cette chose-là. Et le terme de Covid, moi je joue beaucoup avec les mots, côté un petit peu langue des oiseaux. Le terme de Covid, c'est vraiment co-vide, construisons le vide ensemble. C'est comme s'il y avait eu place nette, et qu'est-ce que j'ai à changer dans ma vie pour être plus heureux. Si c'est aller au plus près de la nature, autant le faire. Il y a quand même eu beaucoup de prise de conscience, même si le monde est dans une gravité terrible. Aujourd'hui, ça dépend quel regard on porte dessus, mais je pense qu'il est important de peu écouter certaines informations, de pas passer la journée sur des smartphones. C'est le meilleur écran, le meilleur miroir, ça va être pour le coup nos semblables, ou une émotion que va pouvoir nous renvoyer une fontaine, un lavoir, un arbre ou le chant d'un oiseau. On va faire la deuxième pause musicale, Morgane. Là, cette fois-ci, vous avez choisi Sinnerman de Nina Simone. Oui. Sinnerman, Nina Simone, donc c'est le deuxième choix de Morgane Formon qui est venue nous parler aujourd'hui pour partir en livre de Les Cendres Chaudes, son deuxième recueil. C'est une très jolie chanson, Morgane. Il y a une ferveur absolument phénoménale dans cette chanson, et elle me procure toujours beaucoup d'émotions. Ouais. Alors, je lis aussi dans le recueil, la poésie ne libère pas du temps, mais l'enracine profondément, l'instant d'un mot, d'une annonce divine pris au hasard dans le paysage. Mais c'est vraiment une manière de regarder le monde qui parfois même m'échappe. Je dirais que le poète n'est pas 24 heures sur 24 poète. C'est vraiment quelque chose qui va lui tomber dessus à des moments donnés, mais on peut penser que ça peut être une forme de refuge que d'aller tête baissée sur son crayon plutôt que de regarder le monde, mais c'est toujours en lien avec ce que je vais avoir sous les yeux, qui est souvent très vert, et c'est un instant qui va prendre une légèreté, et pour avoir de légèreté, faut avoir des racines en fait. Donc oui, enraciner le temps, effectivement, ouais. Alors je lis aussi, vous parlez de Grosjean dans votre recueil, vous dites « Pas un libraire n'en possède un, il a fallu commander la lueur des jours, un regard paysan, un chapitre sur les pommes, je suis encore cidrier. » C'est un auteur que je connaissais peu, dont j'ai connu l'existence dans les livres de Christian Bobin, et j'ai acheté d'ailleurs l'Évangile selon Saint Jean qu'il a traduit d'une manière un petit peu plus pas littérale justement, mais un petit peu plus poétique, en essayant de rendre un autre sens aux mots. Et j'aime pas tout ce qu'il a fait, mais il a quand même une manière d'écrire extrêmement particulière, et on peut citer cette phrase qui m'avait un petit peu transcendé à ce moment-là. Donc Grosjean écrit ceci: moi qui t'apporte pour rose dans l'abîme ces jours de terre où je fus invité, si je m'y suis rayé de sang les mains, c'est de peur d'être pris pour
un poète. Je trouve qu'il y a un rythme absolument phénoménal là-dedans. Et effectivement, j'étais encore cidrier à ce moment-là. Et quand j'ai regardé mes mains, je me suis dit, mais c'est pas des mains de poète. Et je suis en train d'arrêter mon activité. Et je termine le texte en disant, je n'ai plus peur. Il y a ce cap à franchir, cette transition qui a peut-être commencé justement dans ces années 2020, en se disant pourquoi je suis fait, où mon cœur m'emmène-t-il. Aujourd'hui, il m'emmène vers l'écriture, et peut-être que c'est la pomme, symbole du fruit de la connaissance, qui m'a emmené sur ce chemin de lumière aujourd'hui. Et alors pour parler de la façon dont se construit le livre lui-même, comment faites-vous pour assembler les différents textes, ou comment ça se passe en fait concrètement, matériellement en fait? Alors il y a un rapport chronologique respecté à 95% entre le temps de l'écriture et la composition de l'ouvrage, où on est d'ailleurs vraiment sur quelque chose de composé, puisque ça passe par le crayon, par le papier, c'est mis ensuite sur ordinateur dans une mise en page préétablie par rapport au premier volume, où je garde en fait une même structure qui a fonctionné. Et là, ça me permet d'avoir une visibilité et de pouvoir tailler, par exemple, dans certaines phrases où des interstices de mots vont être en trop pour la mise en page, ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment un rapport un petit peu comme une partition, où ça va être... je me rends compte de ça aujourd'hui. Écrire est une chose, faire un livre en est une autre. Faire le livre est quelque chose qui me passionne assez en fait aujourd'hui, qui est un travail que j'ai découvert avec cette pratique éditoriale. Et il y a vraiment oui, c'est une composition. En tout cas, avec mes textes, ça l'est, quoi. Oui, parce que vous me disiez tout à l'heure, vous êtes effectivement auteur, éditeur, distributeur. Oui, voilà, ouais, j'ai choisi la structure de l'édition plutôt que de me déclarer en fait en tant qu'auteur, ce qui a permis de développer un regard un petit peu plus critique sur le texte. Et effectivement, après, le monde du livre en général est un peu le parcours du combattant, puisque il faut avoir un distributeur pour être dans les librairies, etc. Donc c'est un petit peu complexe sur des petites structures d'accéder à ces intermédiaires en fait entre les libraires et le lecteur. Donc du coup c'est quelque chose que je fais par moi-même. Donc oui, c'est auteur, éditeur, diffuseur et distributeur. 4 casquettes, on en revient encore au chiffre 4. 4 casquettes qui peuvent être de plomb, mais peut-être que c'est ça qui permet de relever la tête. Alors quand on vous suit sur votre compte Facebook, je me suis rendu compte parce que je l'avais fait déjà précédemment avec votre précédent livre, vous êtes beaucoup plus actif justement sur la distribution du livre, la rencontre avec les libraires. Mmh. Et là, vous avez fait quasiment un tour de Bretagne, une partie en tout cas des libraires indépendants de Bretagne, avec chacun sa couleur ou chacune sa couleur. Oui. Ben, je trouvais important de se déplacer pour aller les voir, parce que c'est bien d'écrire, c'est bien de faire un livre, mais c'est important que les gens sachent que ça existe pour que ça puisse être lu. Donc il y a beaucoup de déplacements, c'est des temps qui sont un petit peu plus commerciaux, mais il y a des très très belles rencontres. Je pense au libraire de Dole de Bretagne récemment, La Belle Aventure, qui a ouvert il y a un mois de ça, où il y a eu un échange superbe pendant une demi-heure alors qu'on se connaissait pas. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est toujours très très riche en fait. Et puis c'est une manière de vivre la région aussi, de redécouvrir certaines routes que je connaissais pas. J'en ai fait le tour 4 fois. Je continue à le faire et je redécouvre des coins, et on a vraiment une région extrêmement riche et magnifique. Et aller à Saint-Malo, c'est de partir à l'étranger en entendant parler anglais, italien, allemand, alors que c'est à 1 heure de route de chez moi. Donc ouais, c'est une part du travail qui a ses inconvénients, mais qui a beaucoup d'avantages également.
Alors on arrive bientôt à la fin de l'émission. Là, il y a une petite citation qui a l'air de résumer un peu ce que le côté homme orchestre par rapport à votre livre. Vous dites, j'ai pris un temps plein avec moi-même. Oui. Alors ça, c'est aussi dans dans cette volonté d'écrire où c'est se consacrer à soi en fait. C'est être disponible le plus possible à soi pour faire les bons choix, pour être en accord avec ce que la vie peut nous offrir, être dans la meilleure réceptivité qui soit, je dirais. Donc c'est un travail de s'occuper de soi. Alors pour finir l'émission, là, je crois que vous êtes en rencontre dédicace dans une librairie de Saint-Brieuc très bientôt. Oui, le samedi 17 mai à 17h30, si mon souvenir est bon, au Café Beaujungle, Café Librairie à Saint-Brieuc, quartier Robien. Très bonne librairie. On va se quitter avec cette annonce. J'espère qu'on aura incité nos auditrices et nos auditeurs à découvrir votre livre. Merci à Jean-Sébastien qui était avec nous à la technique. Merci Morgane. Merci beaucoup Alain.